Enfant, je voulais déjà aider ceux qui étaient martyrisés à l'école, ceux qu'on n'aimait pas. Au collège, je me souviens très bien avoir pris soin d'enfants qui étaient différents et forcément qui étaient ridiculisés. Je ne supportais pas qu'on ridiculise les plus faibles. J'ai travaillé avec des jeunes en réinsertion sociale. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais j'aimerais bien faire vraiment le métier de ma vie. Mais quel est le métier de ma vie? Et puis un jour, j'ai entendu le mot art-thérapeute et j'ai dit, waouh, ça c'est ma vie. Et quand j'ai été art-thérapeute, là pour le coup, je me suis dit, je vais aller là où les gens souffrent. Et peut-être le plus, c'était pour moi, la représentation que j'avais de la souffrance, c'était à l'hôpital. Et en tout cas, la souffrance de l'hôpital me touche. La traversée de la maladie, de la mort. Donc j'étais clown elfe au départ. Et ça a été tellement incroyable la rencontre avec les patients que je me suis dit, je tiens quelque chose. Parce qu'ils s'étaient tellement confiés, ils avaient été tellement dans une émotion profonde. Et moi, j'ai tellement été heureuse de les emmener dans un imaginaire de joie, de profondeur et d'écoute des émotions. Voilà, je vais faire ça plus tard. Maintenant, quoi. Et ça fait 18 ans quand même que j'emmène Annabelle dans les hôpitaux. Alors l'art-thérapie, tel que moi je le conçois, tel qu'il m'a été transmis en tout cas, c'est un processus de transformation. Donc on estime que par une pratique artistique, si elle est faite en conscience et vraiment en relation avec notre vie intime, elle peut être un processus de transformation. Ça voudrait dire que si on règle des problématiques en création, et pour le coup moi c'est en production artistique, et bien, si on les règle sur un certain endroit, donc dans un espace symbolique, eh ben, c'est un encouragement à les régler dans l'espace réel. Donc en fait, c'est amener un univers symbolique puissant et qui permet aussi de contourner les défenses parce que parfois on veut se protéger et je trouve en tout cas que quand on est en production artistique, on ne se protège pas du tout, on est en création, donc on se lâche et c'est dans ce lâcher prise qu'on peut trouver aussi beaucoup de choses. En tout cas, l'art-thérapie que moi j'explore, c'est l'art-thérapie en lien avec un personnage fantastique. Alors les ateliers que je peux faire, c'est quand même en lien avec un personnage originaire du clown, parce que c'est un personnage du présent, qui a les pieds bien sur terre et qui a vraiment la tête dans les étoiles. Donc ça nous permet d'identifier le rapport qu'on a à nos propres émotions, notre liberté. Est-ce qu'on est tant libre que ça? Et en fait, on découvre qu'on n'est pas tant libre que ça. Donc c'est intéressant de l'explorer. Et puis on explore notre liberté corporelle, émotionnelle, une autorisation de tous les possibles. Plus dans la vie, après, on peut imaginer que tout est possible aussi. C'est vraiment un accompagnement dans la profondeur, dans la joie. Bien sûr qu'il y a de l'humour, mais c'est pas le centre de l'histoire, l'humour. J'en fais parce que ça permet de lâcher prise, puis bon, j'en fais, on en fait, c'est une rencontre. Parfois, on va beaucoup rire, mais c'est pas du tout l'objet. Non, mais c'est pas l'objet quand quelqu'un est très malade ou va mourir de rire. Hein. Par contre, d'alléger, oui, c'est l'objet. On a un référent, c'est très important, il va quand même nous donner des informations cliniques très précises et puis des informations sur les états émotionnels en disant « Oh là là, celui-là en ce moment il va pas du tout, il a une baisse de morale, tu peux pas aller le voir, il faut le remonter » ou alors des informations cliniques en disant « Là je crois que c'est bientôt fini, bon, on voulait te prévenir ». Et donc c'est très important de savoir où en est le stade de sa maladie. Donc ça c'est la première chose. Et puis après, moi j'y vais. Alors j'y vais et les patients ne sont pas forcément au courant. Ou le soignant l'a dit. Alors il a dit quoi? Il a dit que bonjour, vous allez recevoir au fait une visite extraordinaire aujourd'hui. Oh, je vous en dis pas plus, hein, mais ça va être un bon moment. Donc la personne, c'est juste qu'elle va vivre un bon moment avec quelqu'un. Donc on a laissé le flou volontairement. Quand une étoile rentre dans une chambre, le plus important, c'est le regard. D'abord, cette phase d'attente, d'observation, et qui est très importante. Tout va se passer dans les yeux. Parce que dans les yeux, on voit toute la profondeur, on voit la générosité, on voit aussi qu'on a le temps de se rencontrer, on a le temps. Parce que c'est brutal, ils ne s'attendent pas du tout à notre visite. Puis si on sent qu'il y a un léger sourire, que les yeux commencent un petit peu à pétiller, alors là, on peut déjà rentrer. Si on sent qu'il y a un petit peu d'énervement, moi, personnellement, je vais respirer à distance. Je vais faire... L'air de dire, t'inquiète, je respire. Et puis après, je vais commencer à rentrer dans une belle respiration. Et je vais montrer le chemin. Je mets un petit peu de décalage parce que je suis un personnage. Mais je montre vraiment que je respire de la terre au ciel. Et là, ils comprennent. Et là, ils commencent parfois aussi à se mettre en respiration avec moi. Et là, quand on commence à respirer ensemble, c'est gagné. Hein. Donc je dirais qu'il n'y a pas de rencontre type. Enfin, en tout cas,
Bien sûr qu'il n'y a pas de rencontre type, mais il y a une autorisation. Est-ce que je peux rentrer dans ton espace? Je sais que tu souffres. Je suis là pour ça. Et pour certains, ça peut paraître très violent d'avoir un être de joie, parce que c'est violent quand on souffre. Et il y en a au contraire pour qui c'est vraiment ressource. Ouais, venez, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et en fait, il y a toute cette sphère émotionnelle d'abord à traverser entre ceux qui sont contents, ceux qui sont pas contents, ceux qui sont en colère, ceux qui pleurent. Parce qu'il y a aussi des effondrements. Quelqu'un va pleurer direct en me voyant. Elle va s'effondrer parce qu'elle va sentir que je la regarde entièrement, totalement, complètement. Et ça, on n'a pas l'habitude. Parfois, beaucoup étaient dans le déni. Oh là là, mais je vais guérir. Et moi, je le savais par le patient, par le soignant juste avant, que c'était fini et qu'on lui avait dit au patient. Mais il peut y avoir un déni. Alors surtout, respecter le déni. Ça, c'est très important. Je fais, ah bon? Et mais moi, par contre, j'ai une information. Ah, elle est en déni total, donc il va falloir que je fasse attention à ce que je dis, il faut que je sois précautionneuse, et on va voir si on peut l'emmener un peu plus loin dans la compréhension de son passage. Et nous, en fonction de ce qu'elle nous dit, on va proposer une expérience. C'est-à-dire que la personne, elle dit, je suis en grande souffrance. Alors je vais entendre, peut-être que je vais faire une petite écoute active, c'est-à-dire souffrance, mais alors à quel niveau? C'est quoi la souffrance? Une fois que j'ai entendu ça, j'arrête ce discours sur la souffrance. Par contre, et alors si je te propose de faire ça, bah vas-y, ferme les yeux. Et ça y est, je lui propose quelque chose. Ça, c'est pour changer son état intérieur, pour changer sa vision de la traversée. Et donc, ça va être sans arrêt ça. Quelle est la bonne question que je peux poser? Quelle est la bonne proposition dans l'imaginaire? Quelle est la bonne expérience qui, à un moment donné, va faire que ça y est, elle lâche, ça y est, elle se détend, ça y est, elle se voit plus grande, ça y est, il se passe quelque chose en elle. C'est totalement improvisé, bien entendu. Et c'est ça qui est beau. Mais de toute façon, on ne peut pas préparer quelque chose dans la rencontre avec l'autre. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter le vide. Pas facile, face à quelqu'un qui souffre. C'est accepter aussi le démuni en soi. Des fois, je suis démunie. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui proposer? Parce que parfois, j'écoute des histoires terribles, des souffrances terribles. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, on va accueillir ce moment où... Ah! Et moi aussi, l'accueillir. Ce qui n'est pas l'endroit le plus confortable. Mais accueillir le vide, improviser à partir de cet endroit... c'est merveilleux quand ça surgit, par contre. Parce que ce qui surgit de cet endroit, si on arrive à l'accepter, bah, c'est l'intuition. Et c'est... Ah! Et ça! Et tac, ça y est, ça vient. Mais il faut avoir confiance dans un espace de silence, de rencontre avec l'autre, et puis se dire qu'on va bien trouver quelque chose, quand même. C'est une intuition profonde, quoi. Et c'est de l'improvisation, ouais. Alors, étonnamment, je suis quand même toujours étonnée, hein, l'accueil est favorable. Non, parce qu'il faut savoir qu'il soit à l'hôpital, c'est un personnage fantastique, joyeux, et allez, 90%, on va dire, 85-90%, c'est l'accueil. Et parfois, bah, ça marche pas. Et moi, je m'incline par rapport à ça. Ça nous renseigne aussi sur son état émotionnel. Ça veut dire que parfois... Quand on est tellement mal, la joie n'a pas de place, même si la joie est intérieure. Mais ils ne le savent pas encore que moi, je parle d'une joie intérieure. Ils ont d'abord ce faciès, quand même, cette fantaisie. Alors, je peux comprendre. Et j'ai une histoire comme ça qui m'était arrivée. Parce que c'est pas facile d'accepter le refus, mais ça fait partie du travail de Nettoile aussi. Et je me souviens, un jour, je passe devant une chambre et il y a une femme qui est là. Et elle me laisse pas rentrer. C'est la chambre de son mari. Alors elle me regarde et puis elle me dit non mais franchement, non mais d'accord pour les enfants, mais là, franchement. Et alors, je me suis dit mince, c'était difficile pour moi d'accepter ça, d'accepter d'imaginer son refus. Alors je lui ai dit mais je viens là pour l'émerveillement. Et elle me dit, ah non, mais ça fait bien longtemps que je m'émerveille plus. Ah oui. Je dis, d'accord. En général, les refus sont liés à la la non-connexion avec un monde intérieur nourri. Enfin, l'émerveillement, voilà, je peux comprendre qu'elle s'émerveille plus. Et je lui dis, mais je sais pas, quand tu vois la neige... Alors, j'ai essayé de la connecter à ça. Elle me fait, elle dit, ouais, d'accord. Elle dit, non, mais alors ça, non, pas du tout. Et du coup,
après cette douche froide, je ne suis pas rentrée dans sa chambre, dans la chambre de son mari. Et je suis partie. Ça a été difficile. Et en même temps, après, j'ai fait un autre accompagnement qui a complètement marché. Je me suis dit, bon, accepte, tu sais très bien qu'il y en a qui ne peuvent pas accepter. Et ce qui est très intéressant, la semaine suivante, elle était là, la porte était ouverte. Et moi, je me dis, oh non, je ne vais pas y aller parce qu'alors, elle m'a jetée une première fois parce qu'elle était quand même pas tendre. Hein. Et elle me fait, venez. Alors je rentre en personnage, comme si de rien n'était, comme si que s'était pas passé notre grande rencontre la semaine dernière. Et donc je vais voir tout de suite son mari. Et son mari, je lui donne un immense sourire. Et alors son mari, en réaction à un personnage aussi beau, lumineux, alors qu'il était vraiment, là c'était à toute fin de sa vie, vraiment juste avant une phase d'agonie, on voyait qu'il avait le peu de ressources qu'il avait, il a voulu m'offrir un poème. Et il m'a récité un poème, mais d'une beauté, on a respiré ensemble. Et là, j'ai dit, c'est le maximum qu'on puisse faire. Et je suis partie. Donc, sa femme, elle a assisté à un instant de pure beauté, de pure joie de son mari qui m'offrait ce poème. Et donc, je vais pour sortir. Elle me voit, elle fait, merci, hein, c'est vraiment bien ce que vous faites. Et moi, ça m'a encore renseigné que quand on est en trop grande souffrance, quand on n'a pas encore accepté, elle devait accepter de lâcher prise, d'accepter la mort de son mari. Et je crois que sûrement, là, elle l'avait accepté et elle devait se dire, waouh, mais il vit encore des moments de joie. C'était ça le plus important. C'était pas sa résistance qui enferme tout. Donc je dirais que l'accueil des patients, c'est où ils en sont où de leur résistance et de leur capacité à lâcher. Les histoires les plus difficiles pour moi, et j'en vis régulièrement, c'est les gens qui pensent que le monde est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infini, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de possibilité d'ouverture, il n'y a pas de possibilité de transcendance. Alors là, c'est très difficile. Si je vois plusieurs patients qui me disent « Ah bah oui, mais bah non, c'est terrible ce qui m'arrive », et qu'avec toutes mes propositions intérieures, des respirations, des musiques, tout ce que je peux donner, bah oui, mais non. C'est difficile. Parce que j'ai l'impression de ne rien pouvoir apporter et parce que je ressens leur grande souffrance. Parce que les personnes, on a une égalité, on va tous mourir. Alors la manière de mourir n'est pas du tout la même, et la manière d'appréhender la maladie n'est pas la même. Et il y a ceux qui voient un enseignement, il y a ceux qui acceptent et qui découvrent que grâce à la maladie, il y a quelque chose qui s'est ouvert en eux, qui disent peut-être plus je t'aime à leurs amis, qui vont apprécier plus le présent. Il y en a qui arrivent à émettre une conscience et en plus, il n'y a plus qu'à déployer. Nous, on est là pour déployer cette conscience qui s'ouvre. Mais les êtres qui n'ont pas ça, c'est une souffrance énorme. Donc, on est confronté à des personnes qui souffrent physiquement, psychiquement et qui se donnent l'autorisation de rien d'autre que cette souffrance. Alors que un patient pourra avoir la même pathologie, la même problématique, la même difficulté de vie, mais si lui, il y met la question « Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience ?» Il y a un patient, une fois, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je l'ai vu plusieurs fois, mais vraiment, je l'ai beaucoup accompagné. Et c'est la dernière fois où je l'ai vu, d'ailleurs, quand il m'a dit ça. Et je lui ai dit « Mais tu es extraordinaire, tu arrives toujours à voir le positif. » C'est vrai, c'est quelqu'un qui a toujours tout transformé dans sa maladie. Et il m'a dit « Mais tu sais... » Parce qu'on se tutoie en personnage, et du coup il me tutoie. Il me dit, tu sais, quand je t'ai vu, j'allais vraiment très très mal. Il dit, en fait, j'allais dans le mur. C'est comme s'il y avait un rail de chemin de fer. J'étais dans mon train et j'allais prendre le mur. Et quand je t'ai vu, c'était des rails qui amenaient à l'infini. Et j'ai choisi l'infini. Je pense que ce lien, il est énorme. Et je discutais avec un cancérologue, donc j'ai travaillé pendant 2 ans en cancérologie, et le cancérologue me disait, il dit, tu sais, quand je fais mes entretiens, ça pourrait durer, en gros, un entretien pourrait durer 2 minutes, hein, 1 ou 2 minutes, cliniquement. Voilà, vous avez ces résultats, il se passe ça, ceci, cela. Et il dit, et ça dure 20 minutes, une demi-heure. Il dit, tout le reste, c'est le mental. C'est comment on fait tenir une personne, parce que il était persuadé, et je suis persuadée aussi, à diagnostic équivalent, une personne qui a un bon mental et qui l'utilise et qui sait l'utiliser, et quelqu'un qui ne sait pas du tout l'utiliser, eh bien, il y a peut-être vie et mort, hein, carrément.
Et lui, il en était convaincu en tant que médecin traditionnel, hein, pas un médecin qui a étudié beaucoup les pratiques alternatives, cela, ou je sais pas, la sophrologie ou autre pratique. Non, non. Alors, ma fonction, quand j'étais en cancérologie, c'était de nourrir comme ça les objectifs, les ressources. Et je suis persuadée, avec mes lectures, avec mes expériences auprès des patients, mais que le mental, mais les fait tenir des années. De vivre un grave accident à 20 ans, c'est avoir conscience à 20 ans qu'en quelques minutes, on peut mourir. Et ça, c'est sûrement un des plus beaux cadeaux que j'ai pu vivre. Au-delà de la souffrance physique, parce que par contre j'ai eu mal physiquement, mais alors au-delà de cette souffrance physique, par contre, ça m'a donné une envie de vivre. Alors pas tout de suite, il m'a fallu quand même 7 ans pour m'autoriser à vivre. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps. Mais ça m'a montré quand même que il y a la vraie mort et il y a la mort qu'on se donne au quotidien. C'est-à-dire que si on ne s'écoute pas, si on fait quelque chose qui ne nous correspond pas, si on s'éteint petit à petit sans essayer je sais pas, d'amener de la beauté, d'être généreux, enfin sans donner du sens à sa vie, on est mort. Donc ça m'a donné la réflexion sur qu'est-ce que mourir. Et c'était 7 ans plus tard. Et 7 ans plus tard, j'ai dit, mais mince, et moi j'ai vraiment failli mourir. Mais je meurs, puis je fais pas ce que je veux. Et en 2 mois, j'étais à Paris et je me formais en art-thérapie. C'est d'être aussi près de la mort qui, personnellement, m'a mise aussi fortement dans la vie et dans la joie. Parce que j'ai senti que j'avais un fort lien avec la joie. Et les patients m'ont appris que c'était possible de vivre la joie, même au seuil de la mort. Alors là, je me suis dit... C'est vraiment intéressant, c'est plus qu'intéressant, c'est complètement passionnant de voir que c'est notre conscience qui fait toute la différence. Et notre cœur, donc, c'est pareil. Moi, je pense vraiment que les gens que j'ai vus qui mouraient le mieux, c'est ceux qui avaient beaucoup aimé. Alors, ça m'a fait plaisir de découvrir ça. Ça a été une vraie découverte. Je me dis, je me trompe pas, là. Et en fait, c'est ceux qui avaient beaucoup donné. C'est pas les plus intelligents, c'est pas ceux qui avaient réussi le mieux socialement, c'est pas les plus riches, c'est ceux qui avaient beaucoup donné. Ils étaient en paix en fait, en disant mais alors moi j'ai fait le mieux que je pouvais, j'ai vraiment ah oui moi aussi à chaque fois j'ai aidé les gens et en fait ils étaient heureux de raconter leur vie. Et quand j'ai vu que c'est ceux-là qui mouraient le mieux, je me dis il y a pas, faut vraiment axer sa vie là-dessus en écoutant profondément qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que je fais pour changer les choses, qu'est-ce que je fais pour que ce soit plus joli, pour que ce soit plus lumineux, pour que ce soit plus beau, pour que ce soit... Voilà. Et avec cette énergie-là, on peut faire de grandes choses et je crois beaucoup au pouvoir de l'intention des mots, l'intention des pensées. Il faut savoir que si on garde une haute fréquence, on va dire, des pensées et des rêves, à un endroit, ça se réalise. Alors j'ai envie de dire, à quoi vous pensez, à quoi vous rêvez. Attention, ça peut se réaliser.